Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vous propose de faire un petit tour avec moi, de visiter mon jardin, de visiter un petit peu ma ferme. J'ai essayé de faire l'introduction de la vidéo sous ce sol pleureur parce que je l'aime beaucoup, c'est un des arbres que j'apprécie pas mal. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que rappelez-vous, quand je suis arrivé sur ce terrain il y a à peu près 5 ans, ici, il n'y avait rien du tout, quoi. Il y avait de l'herbe, uniquement de l'herbe rase ou haute, selon la saison. Mais il n'y avait aucun arbre planté sur la parcelle. Et là, quand je regarde autour de moi, je vois un petit peu des arbres partout, et notamment ce sol qui a bien grandi. Donc là, c'est un sol pleureur, et ici, ce que vous voyez là, ce sont des sols pour faire de la vannerie, de l'osier, quoi. Je commence la visite ici, à côté de ma ruche refuge, ruche de biodiversité. Donc l'idée, c'est que j'avais installé une ruche complètement vide. Et donc l'idée, c'était qu'un essaim sauvage puisse venir s'installer dans cette ruche, un essaim d'Apis mellifera. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette année, les abeilles sont très actives. Et aussi, je ne suis pas du tout un spécialiste des abeilles. Hein. De l'Apis mellifera, je la connais, mais sans plus. Et là, cette année, toute la journée, il y a une quantité assez phénoménale d'abeilles sur la paroi de la ruche. Le soir, la nuit, elles rentrent, mais elles passent... je ne sais pas pourquoi elles sont autant nombreuses sur la paroi. Donc voilà, mais en tout cas, elles vont bien, je les vois, elles butinent de partout. C'est les abeilles, les petites abeilles noires là, donc elles sont vraiment sympas. Si je ne suis pas dans leur zone d'envol, elles ne me piquent pas normalement. Et puis voilà quoi. Et donc ici ça se retrouve près d'un point d'eau. C'est ce que nous on appelle la pêcherie parce que les habitants du coin avant appelaient ça la pêcherie. En fait, dans beaucoup de petites fermes en Corrèze, il y avait des points d'eau avec quelques carpes, quelques poissons à pêcher pour nourrir les habitants. Et nous, ce point d'eau ne sert plus à pêcher parce qu'il n'y a plus de poissons. Hein. C'est surtout un point d'eau qui nous sert pour la biodiversité car c'est rempli de tritons, de grenouilles, de tout un tas de larves de libellules. Il y a vraiment énormément d'animaux qui sont là-dedans. Là, cette année, elle est bien colonisée des lentilles d'eau. Mais souvent, ça fait ça. Il y a comme des cycles où elle se remplit de lentilles d'eau. Après, les lentilles d'eau disparaissent en partie. Et il y a comme des cycles de roulement qui se font. Et moi, quand il y a les lentilles d'eau, j'aime bien ça dans le sens où ça me permet de nourrir mes poules et mes canards gratuitement. Je viens avec l'épuisette, je prends des lentilles d'eau et je peux nourrir mes volailles. Et puis, je vois très bien que même quand c'est totalement recouvert de lentilles d'eau, les tritons et les grenouilles s'éclatent parfaitement là-dedans. Bon, en plus, ce qu'il faut savoir sur les lentilles d'eau, c'est que c'est un excellent filtre, hein, parce que moi, l'eau qui arrive ici dans cette pêcherie, elle vient des champs de vaches. Et du coup, parfois les vaches urinent dans l'eau, font leurs excréments à côté de l'eau, remuent la boue. Enfin, l'eau qui arrive ici n'est pas forcément 100% clean. Elle se fait nettoyer par ma zone de biodiversité, filtration avec des lentilles d'eau. Et ensuite, elle descend pour alimenter la pêcherie avec mes poissons, ma pêcherie, mon étang, dans lequel j'ai mis pas mal de poissons. Et donc, on peut pêcher du poisson quand on en a envie. Bon, et ici, niveau plantes comestibles, on a un superbe noyer qui produit pas mal de noix. Et on a un très beau tilleul également par ici. Voilà pour ce petit coin ruche et abeilles. Bon, maintenant, à la suite de la pêcherie vient donc cet étang. Moi, j'appelle ça un étang pour le différencier des autres mares, hein, mais dans la région, un point d'eau de cette taille-là s'appelle plutôt une mare qu'un étang. Ça fait 300 mètres carrés. Bref, nous on appelle ça un étang. Du coup, les poissons, ça poissonne. Hein. Si vous voulez savoir quel poisson j'ai mis dans ce point d'eau, vous pouvez regarder ma vidéo sur la pisciculture. Les poissons poissonnent. Les truites, on les a pêchées et elles ne se reproduisent pas, donc il n'y a plus de truites à l'intérieur. Donc on hésite à réintroduire des truites parce qu'on a des amis qui font de la truite pas très loin, qu'on peut pêcher, comme ça on est sûr que ça ne se reproduit pas trop et c'est un très bon poisson. Ou alors introduire un poisson qui soit excellent mais qui risque de se reproduire peut-être un peu trop et créer un déséquilibre dans ce petit écosystème qui fonctionne plutôt bien. Vous remarquez qu'il n'y a aucune lentille, pourtant les lentilles elles arrivent au fil de l'eau. Mais en fait, toutes ces lentilles d'eau qui arrivent sur ce point d'eau nourrissent les poissons qui s'en délectent abondamment. Du coup, aucune lentille d'eau ne pousse ici. Là, je vois les hirondelles qui viennent boire. Il y a souvent beaucoup d'hirondelles ou de martinets qui viennent boire ici de l'eau.
et même manger aussi les insectes qui volent autour. Donc c'est très sympa, très joli. Je vois souvent les martins pêcheurs qui viennent pêcher un peu des poissons. Je vois de temps en temps le héron. Et là, ça volette autour de moi. Beaucoup d'oiseaux dans le coin. Un point d'eau, c'est pas mal pour la biodiversité. Même si le fait qu'il y ait des poissons fait que les animaux aquatiques sont moins nombreux que dans une mare sans poissons. Il n'y a pas de tritons, pas de grenouilles ici parce que les poissons gèrent la population animale de ce point d'eau. Et en parlant de population animale, j'ai quand même un problème avec ce point d'eau, un problème qui n'est pas dramatique, mais qui est quand même un problème, c'est qu'il y a généralement il y a une famille de ragondins qui vit ici. Donc le ragondin, c'est un animal qui a été importé, qui se multiplie, qui prolifère dans les points d'eau et qui crée des dégâts. Ah oui tiens, en parlant de dégâts, j'allais dire qui crée des dégâts parfois sur les berges. Vous vous rappelez dans une vidéo qui s'appelait, je vous mets le lien en haut à droite, qui s'appelait Les Galères. Je vous avais parlé de cette berge qui avait explosé, je l'avais retapée et puis là ça fait pas mal d'années maintenant, elle tient très bien, elle s'est végétalisée, du coup plus de problème de berge. Et les ragondins font plutôt des galeries dans les berges très hautes où il n'y a aucun risque de... je me dis qu'il y a quand même une petite réflexion chez les ragondins qui ne vont pas faire des galeries là où la berge va exploser immédiatement. Pour l'instant, en tout cas chez moi, ils font des galeries sur les berges épaisses et hautes là-haut. Donc voilà, le ragondin c'est un problème. Parce que notamment ils mangent, pour plein de raisons, mais en tout cas ils mangent pas mal, il n'y a pas de prédateurs en fait dans le secteur pour manger les ragondins et du coup ils ont tendance à proliférer et créer pas mal de dégâts sur les cultures, sur les berges, etc. Il y a les renards qui en chopent un petit peu, mais dès qu'ils vont dans l'eau, le renard lui ne va pas dans l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui voilà, donc les ragondins ils créent quelques petits problèmes, j'ai des difficultés à végétaliser cette mare. J'ai installé des nénuphars, ils sont fait dégommer directement par les ragondins. Tous les végétaux un peu aquatiques que j'essaye de mettre, qui seraient intéressants en bord de rive par exemple, les ragondins les consomment. J'ai juste trouvé que les iris des marais sont suffisamment toxiques pour que les ragondins n'y touchent pas. Et puis après il y a les essences sauvages qui poussent, qui se débrouillent en fait, les seuls marceaux, que ce soit les peupliers, les bouleaux, eux ils arrivent à ne pas se faire manger. Mais sinon, les arbres fruitiers, je vais vous montrer un peu la tête de mes arbres fruitiers. Alors voilà à quoi ressemblent les arbres fruitiers que j'ai plantés au bord de ce point d'eau. Ils se font tous découper, enfin tous pas vraiment. À cette hauteur-là, ils se font défoncer. Vous en voyez un juste là devant vous. Et derrière moi, c'est pareil, ils se font plus ou moins tous découper à cette hauteur-là. Sauf les pêchers, j'ai 2 pêchers là qui se débrouillent plutôt bien. Mais bon, c'est des pêchers de noyaux et puis ils sont pas terribles, mais bon, en tout cas ils se font pas trop manger. Et le pire, c'est sans doute cette vigne que j'avais mis là. Donc ici, là, j'ai installé une petite tonnelle parce que quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui apprécie mon travail, m'a donné une serre. Je vais vous la montrer tout à l'heure, on va aller faire un petit tour que je transforme en pépinière. Enfin bref, et du coup, il me restait quelques arceaux supplémentaires. J'avais créé cette petite tonnelle. Ici même, et là on voit qu'il y a de la ficelle, c'est pas pour décorer toute cette ficelle, c'est parce qu'il y avait une vigne Isabelle qui grimpait, qui recouvrait déjà un bon gros tiers de la tonnelle, et puis elle s'est fait découper complètement, donc là elle repart, mais très difficilement. Alors moi j'accuse les ragondins, j'ai aucune preuve, je les ai pas filmés, je les ai pas vus le faire, mais je sais qu'ils sont ici, je sais qu'ils font des dégâts sur les végétaux, que chaque fois que je plante un truc ici, il se fait dégommer, alors que quand je plante d'autres végétaux ailleurs, ils se font pas abîmer comme ça, et pas autant. Par exemple des vignes, là où il y a des chevreuils, j'en ai plusieurs de vignes là où il y a des chevreuils, elles poussent très bien. Et ici les vignes, elles se font couper. Alors la hauteur, c'est quand même gros le ragondin, la hauteur c'est peut-être à 70 cm. Donc voilà, alors j'accuse le ragondin, peut-être à tort, peut-être que c'est les chevreuils, mais c'est quand même bizarre que ça se produise uniquement ici. Alors peut-être que les chevreuils viennent ici parce qu'il y a de l'eau, parce que je ne sais pas pourquoi. Bon voilà, j'accuse les ragondins sans preuve. Et si jamais je suis prêt à changer d'avis, si je vois d'autres suspects plus suspects. Comme je disais tout à l'heure en introduction, quand je suis arrivé ici, il n'y avait que de l'herbe, ce n'était qu'une immense prairie. Du coup, j'ai quand même gardé une partie prairie parce que la prairie, ça a plein d'intérêts, notamment pour nourrir tout un tas de pollinisateurs, parce que les prairies sont régulièrement en fleurs. Entre 2 prairies, là, j'ai installé une immense haie qui fait peut-être une centaine de mètres linéaires. Et l'idée, c'est de mettre dans cette haie des plantes fourragères pour nourrir la jument quand elle vient ici, elle peut manger les feuilles de ce paulownia.
Je voulais mettre également des plantes mellifères pour nourrir les pollinisateurs, des plantes comestibles, beaucoup de fruitiers en fait. Hein. La majorité des plantes plantées dans cette haie sont des fruitiers, pommiers, poiriers, nachis, pêchers, etc., etc. Et donc si je me suis arrêté là, c'était pour vous montrer ce paulownia. Cette haie, je l'ai plantée il y a 2 ans. Et il y a des plantes qui ont vraiment une croissance assez phénoménale, notamment ce paulownia. C'est la même famille que les catalpas et c'est un des arbres qui a des croissances les plus impressionnantes. Hein. Voilà, ça fait 2 ans qu'il a été planté, tout petit. Parlons un petit peu maintenant des arbres fruitiers. Alors je ne vais pas parler des arbres fruitiers qui se trouvent à côté de ma maison, qui étaient plantés avant que j'arrive, hein, qui eux sont remplis de pommes, de poires et de châtaignes. Mais je vais uniquement parler des arbres fruitiers qui n'étaient pas là il y a 5 ans quand je suis arrivé dans cette grande prairie. Donc là cette année, nous c'est une année, enfin chaque année on voit l'augmentation assez importante des quantités de fruits que l'on peut récolter. Alors de mémoire, ce qu'on voit en train de mûrir sur les arbres, là il y a les prunes, donc beaucoup de prunes qui sont en train d'arriver, pas mal de pommes, beaucoup de pommes différentes, pas mal de poires, des nachis, des noix, des noisettes, des amandes, probablement des coings, sans doute quelques kakis. J'en oublie probablement plein d'autres, hein. Il y a pas mal de fruits qui sont en train d'arriver, des nèfles, des pommes, des azimines, des pommes, des feijoas, des pommes, des pêches et des pommes. Quelques figues, pas beaucoup, et des pommes. Des akébis, des noisettes rouges. Il y a des fruits qui sont déjà terminés, hein, notamment les cerises. Les cerises, on en a récolté 3-4, mais sinon c'est plutôt les oiseaux pour l'instant qui mangent les quelques cerises que l'on a. On a récolté également, là je vois, il y a un mûrier, donc des mûres, mais sur l'arbre, le mûrier. Sinon, au niveau fruits rouges, on récolte en ce moment pas mal de muroises, de cassis, de groseilles, de casseilles, groseilles à maquereau. Les amélanches, c'est un peu terminé. Au niveau des lianes à fruits, pareil, je suis vraiment cette année, là il y a des akébis, hein, des akébias qui sont en train de produire pas mal de fruits, mais c'est pas forcément le fruit le plus intéressant du monde, même s'il a quand même quelques particularités, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je voulais parler des vignes. Déjà l'année dernière, j'avais vraiment récolté énormément de raisins. L'année dernière était une année chaude et sèche, du coup j'ai récolté mes premiers raisins au mois d'août et les derniers raisins fin novembre. Du coup ça m'a fait vraiment une énorme période pour la récolte du raisin. J'ai beaucoup de variétés différentes, ce qui me permet d'avoir des récoltes précoces et des récoltes tardives. Après, quand les années sont mauvaises, pluvieuses, humides, je ne suis pas certain que les raisins tardifs, je puisse les récolter, mais de temps en temps, je peux les récolter et c'est quand même pas mal. Bref, je suis ici là sous ma tonnelle. Vous vous rappelez, c'est une tonnelle que j'ai mis dans le cœur de mon potager pour pouvoir avoir de l'ombre. En attendant que les vignes et les akébis puissent grandir et recouvrent intégralement la tonnelle, j'avais mis des courges de siam. Je vous avais fait une vidéo sur... en fait, je vous ai expliqué que j'avais mis des courges de siam pour faire de l'ombre dans mon potager. Et du coup, sur quelques mètres carrés, j'avais produit 140 kg de courges de siam. C'est quand même une plante qui fait de l'ombre hyper rapidement et qui, en plus de ça, en bonus, produit d'énormes récoltes. Donc là, vu que les lianes ont bien grimpé, ici, j'ai plus de courges de siam sur cette tonnelle-là. Il y en a derrière là-haut que je n'ai pas récolté. Mais vous allez voir, je vais vous montrer une nouvelle tonnelle, notamment, ou bien celle du petit potager, où les lianes vivaces ne sont pas encore présentes. Et du coup, la courge de siam fait encore son office d'ombrière rapide. Mais là, vous me faites parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette année, comme l'année dernière, je risque d'avoir une profusion de raisins, car toutes mes vignes, là, enfin pas toutes mes vignes, mais une énorme quantité de vignes sont en pleine production et je vois que la quantité va être assez importante. Donc évidemment, les vignes qui sont le plus en avance, ce sont les vignes qui sont dans ma serre. Là, les grappes sont déjà très très belles et normalement, c'est dans la serre que je récolte à partir du mois d'août. Et cette année, je vois que je vais en avoir quand même pas mal. Et en plus, c'est dans cette serre là, j'ai 1, 2, 3, 4,
5 variétés différentes, ce qui me permet d'avoir des goûts, des saveurs vraiment différentes et des couleurs également différentes. Une tomate sauvage qui se casse la gueule. Puisqu'on est dans la serre, je vais vous parler des petites galères que j'ai rencontrées ici. Enfin, des galères, oui. Certains appellent ça des échecs. Moi, j'ai du mal à voir l'échec. Pour moi, toute tentative qui n'aboutit pas à un succès a permis un apprentissage. Du coup, il y a plusieurs choses dans cette serre qui ont été éliminées de la serre. Naturellement, en fait, par les vignes, par les glycines tubéreuses, par les plantes qui poussent, les consoudes. Dans cette serre, j'avais planté un bananier rustique qui était censé donner de très très bons fruits. Enfin, 2 variétés de bananiers rustiques qui étaient censés donner de très très bons fruits. Alors chaque année, ils ont repoussé, ils ont repoussé, ils ont repoussé. Mais à chaque fois, vu qu'il fait moins 10, moins 12 dans ma serre, ça dépend un peu des années, ils ont vraiment beaucoup de mal, ils repartent très faiblement. Mais les autres végétaux à côté, eux, sont en pleine vigueur et les remplacent. Si j'avais vu que moi j'ai tendance à laisser pousser les plus vigoureux, les bananiers se sont fait en fait envahir par les vignes, par les glycines tubéreuses, par les consoudes et les autres plantes sauvages. Même chose pour les agrumes, j'avais mis également des agrumes rustiques résistants au froid. Mais ces agrumes rustiques résistants au froid, quand ils se prennent un moins 12 sur la tête, quand ils sont jeunes, ils ont beaucoup de mal et du coup pareil, ils se sont fait envahir par d'autres végétaux, notamment les vignes. Du coup, en gros, dans cette partie, en fait, pour moi, ma serre, elle est composée en 2 parties. Une partie potagère qu'on va voir tout à l'heure et une serre de 80 mètres carrés, une partie un peu plus jungle sauvage, avec des fruits en fait vivaces, quoi, des vignes notamment. Et du coup, maintenant, ma jungle de la serre est composée principalement de ces 5 variétés de raisins. Il y a du kiwai et beaucoup de glycines tubéreuses, donc ça me fait des récoltes quand même assez. Et puis il y a également, j'en oublie plein, hein, également des capucines, il y a également des tomates qui se ressèment chaque année, qui sont très belles. Mais voilà, il y a bref, il y a des plantes vivaces comestibles, verveine, hache des montagnes, etc. Bref, du coup c'est une partie un peu jungle. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Si, pour vous parler un petit peu des galères, des semi-échecs avec bananiers et agrumes rustiques, parce que ici il fait vraiment très froid, il faudrait que j'en prenne un petit peu plus soin, que je leur mette un petit voile sur la tête en hiver, mais franchement c'est pas mon style. Du coup beaucoup de raisins, c'est ça que je voulais vous dire. Beaucoup de raisins en devenir, je pense très bientôt, et on va voir également les raisins en extérieur. Beaucoup de mes vignes sont conduites de façon sauvage, hein, comme ici. Là, on a une vigne qui grimpe sur un érable, un mûrier, il y a du poirier à côté, il y a un pêcher, il y a du gingembre rustique. Ici, il y a de la grosse mûre, du figuier. Voilà, il y a vraiment beaucoup de végétaux comestibles ou pas qui sont ensemble. Et là, cette vigne est en train de produire pas mal de grappes. Donc voilà, j'ai des vignes un peu en mode sauvage, en mode forêt comestible, parce que j'adore ça en fait, j'adore hein, les espèces d'ambiance jungle comestible où on peut récolter. Là je vois une pêche, là je vois du raisin, là j'ai du gingembre, là il va y avoir des figues, bientôt des mûres. Et sur des longues périodes de l'année, on peut récolter dans des systèmes, il y a un petit poirier là, dans ces petits systèmes, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui ressemble le plus à ce que l'on trouve dans la nature. J'adore ça, moi la forêt comestible. Mais j'ai également mis des vignes dans ma cuisine, la cuisine extérieure. C'est rempli de raisins. C'est eux qui produisent tardivement, qui produisent jusqu'à fin novembre parce qu'ils sont sous une toiture et du coup ils sont protégés des pluies automnales. Et il y a quand même de l'eau qui tombe au pied mais pas sur les grappes et du coup ça me permet d'avoir des raisins tardifs, c'est des variétés tardives. Et donc bref, toutes mes vignes ne sont pas conduites en liane, hein. La vigne naturellement c'est une liane qui grimpe un petit peu partout. J'ai également quelques vignes un peu plus, je vais vous montrer ça un peu plus en ligne, comme à l'époque où je travaillais dans les domaines viticoles. Voilà, ici on est sur de la vigne un peu plus conduite. Bon, je prends quand même quelques libertés avec ma taille de la vigne. Alors, si vous voulez connaître un petit peu comment je taille les vignes, on va dire tout savoir sur la taille de la vigne, je vous ai fait une vidéo sur pourquoi tailler les vignes et comment les tailler, où je vous explique un petit peu comment fonctionne la vigne pour avoir du raisin. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que cette petite zone, donc là c'est une zone en ligne assez basse, hein, où tous les raisins sont vraiment à portée de main, tous alignés. Et par contre, une des nuances, c'est que ce sont plein de variétés différentes, ce qui fait que
cette petite ligne de raisin produira de façon étalée. Moi, mon but, c'est pas comme dans les vignobles où on veut récolter tout le raisin d'un coup de façon uniforme. Moi, je préfère me balader dans le jardin et avoir des récoltes échelonnées régulières. Mais malgré le fait que j'ai des récoltes échelonnées régulières, il y a quand même un pic, vu que j'ai vraiment beaucoup de variétés, j'ai quand même un pic de productivité fin août, septembre, où là vraiment j'ai un maximum de raisins et ça me donnera la possibilité de faire des jus de raisin et pourquoi pas du vin, mais c'est une autre histoire. J'aime bien cette petite ligne de vigne, ça me rappelle l'époque où j'avais des rangs interminables de vignes qu'il fallait soit tailler, soit vendanger, ou ça me rappelle aussi l'époque où je travaillais dans une cave et je faisais du vin. Alors niveau potager, pour moi c'est une année un peu particulière, hein. C'est une année où j'avais décidé à l'avance de consacrer très peu de temps au potager. Je voulais vraiment faire le minimum parce que j'ai beaucoup d'autres projets qui sont en action cette année. Du coup, le potager était censé être vraiment à l'arrêt, mais c'est difficile de ne pas faire du tout de potager. Du coup, j'ai quand même mis tout un tas de graines à germer parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et donc, j'ai un potager qui est carrément très chouette en fait. Finalement, je l'aime bien au potager. Je pensais que j'aurais un potager, un potager moyen, mais finalement, je l'aime vraiment bien au potager malgré le très peu de temps que j'ai pu lui consacrer. Alors cette année, on est sur une année particulière en Corrèze, dans le Limousin, enfin en tout cas localement ici, on est sur une année particulière dans le sens où depuis le mois d'avril, il pleut toutes les semaines, j'ai envie de dire. Donc probablement qu'il y a une semaine ou deux où il n'est pas plu, mais on va dire à intervalles extrêmement réguliers, il y a des bonnes pluies abondantes. Du coup, ce potager, à part à la plantation, je n'ai jamais arrosé. En fait, j'ai jamais sorti les tuyaux, les arrosoirs pour arroser le potager. Il pleut tout le temps, là il a plu, je tourne la vidéo, on est mardi, il a plu samedi, le ciel est encore un peu couvert et ils annoncent des pluies en fin de semaine. Donc je ne m'inquiète pas du tout de l'arrosage, pour l'instant j'ai pas du tout besoin de mettre de l'eau dans ce potager, juste à la plantation. Ce que je fais moi systématiquement, quand je plante une courgette, quand je plante une tomate, quand je plante un végétal de manière générale, je lui mets de l'eau à la plantation. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein. Tous mes légumes ont été quand même arrosés au moment de la plantation. Et puis depuis, plus aucune goutte d'eau n'est venue de ma part, enfin les gouttes d'eau sont venues du ciel. Alors juste ici, j'ai une ligne de tomates, hein, et on a déjà récolté les premières, là il y en a quelques-unes qui sont en train de mûrir, et elles sont vraiment très nombreuses. Moi je fais 1m83, elles sont plus grandes que moi, elles doivent faire au moins 1m90. Je sais pas, d'ailleurs je suis en train de les guider un peu couchés parce que ne faut pas monter plus haut. Voilà, donc des très belles tomates qui n'ont jamais eu une seule goutte d'eau et qui ne sont pas malades, hein, même si elles ont eu de la pluie tout le temps, très régulièrement. Il n'y a pas une seule, enfin en tout cas là maintenant ce que je vois, il n'y a pas de tache de mildiou, de maladie. Je fais en sorte de cultiver des variétés qui sont résistantes aux diverses maladies. Résistantes aux maladies, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas attraper le mildiou, évidemment qu'elles peuvent l'attraper. Mais généralement, moi, elles l'attrapent en fin de saison quand c'est terminé, quand il n'y a plus d'envie de tomates. C'est à ce moment-là qu'elles tombent malades, donc elles ont une capacité de résistance bien plus grande que la plupart des tomates que l'on trouve dans le commerce. Et ce que j'aime bien avec ces plantes de tomates, c'est qu'elles sont reproductives. Moi, ça fait des années que je les fais et je suis jamais déçu. Elles sont quasiment jamais malades, en tout cas pendant l'été. Après, elles peuvent tomber malades en automne. Donc voilà, une très jolie ligne de tomates. Vraiment, elles sont assez grandes. Alors le problème avec ma façon de cultiver les tomates, je coupe jamais aucune branche, pour moi il n'y a pas de gourmand, chaque branche va me produire des fruits, j'appelle pas ça des gourmands mais je comprends très bien l'idée. Donc moi je laisse tout, je coupe rien du tout et donc la galère c'est que je dois attacher des branches, sinon elles ont tendance à tomber au sol et à courir par terre. Là l'idée c'est qu'elles ne courent pas par terre, c'est qu'elles restent sur la zone que je leur ai délimitée, mais comme elles sont hyper vigoureuses, ce n'est pas toujours simple à contrôler, donc je pense que je vais prendre un petit sécateur je ne sais quand et je vais tailler un peu comme on taillerait une haie quoi, pour me maintenir le passage dans les chemins. Évidemment j'ai planté des courges un petit peu partout dans le jardin,
mais quand même beaucoup moins que l'année dernière, hein. Si vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais produit quasiment 700 kg de... Enfin, j'avais arrêté de peser à partir de 700 kg. 700 kg de courges et du coup, ça a été compliqué de toutes les consommer, même les donner, troquer, les transformer, c'était vraiment beaucoup trop. Cette année, j'ai drastiquement réduit la quantité de courges, hein. Si j'arrive à 150 kg, ça me suffit largement. Pas besoin d'en avoir autant que l'année dernière. Et j'ai fait surtout, ce que j'ai fait, c'est que je fais que quelques variétés pour gérer mieux les hybridations et en fait faire uniquement les variétés que je préfère. Celles qu'on a consommées le plus, avec le plus de plaisir, et voilà, celles qui ont le meilleur goût et qui sont capables de se conserver le plus longtemps. Idem pour les tomates, hein, je précise pas, les tomates, je garde les variétés résistantes aux maladies, mais également les variétés qui sont bonnes et qui plaisent à toute la famille. Parce qu'il y a des variétés qui sont hyper résistantes, mais qui sont moins bonnes que pas mal d'autres tomates. Donc, dans la sélection des végétaux que je cultive, il y a également évidemment le goût qui est pris en considération. Et sinon cette année, donc, il y aura beaucoup moins de courges, mais par contre, sur les pommes de terre, il y a vraiment pas mal de zones de pommes de terre. Comme j'avais pas le temps de m'occuper du potager, hein, comme je vous ai dit, je me suis dit je vais mettre des pommes de terre, et comme ça j'ai rien à faire qu'à venir les récolter en juillet-août, enfin, quand j'ai envie en fait. C'était un peu ça l'idée. Et du coup cette année par contre, je pense que je vais me retrouver avec un bon gros stock de pommes de terre, mais ça, on arrivera plus facilement à le consommer ou à le donner, troquer. Mais je pense qu'on arrivera facilement à le consommer. Pour conclure sur le potager, évidemment, il faut évoquer la partie dans la serre, hein, de ce potager. C'est une partie qui est là, à l'heure actuelle, qui est vraiment quasiment consacrée que aux tomates, hein. Il y a, je sais pas, une vingtaine, trentaine de pieds de tomates, j'en sais rien. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16... Oui, il y en a 21. Il y a 21 pieds de tomates dans la serre, sans compter les pieds sauvages là-bas dans la jungle. Voilà, grosso modo, c'est en ce moment ce qui se passe dans cette serre. Il y a quelques betteraves, c'est un peu la fin des laitues, mais voilà, actuellement c'est surtout de la tomate. Et donc cette serre, c'est le seul endroit où j'ai un peu arrosé, évidemment, parce que l'eau de pluie ne tombe pas dans la serre. Quand il pleut énormément, le sol est un petit peu humide parce que je suis dans une légère pente, j'ai quand même de l'humidité qui passe en dessous. Mais voilà, celles de ce côté-là ont beaucoup moins besoin d'eau que celles de ce côté-là. Parce que quand il pleut dehors, j'estime que cette rangée-là a été arrosée car les racines sont sous terre et qu'il y a un peu d'humidité ici. Par contre, même quand il pleut dehors, j'estime que ici et ici, ça a besoin d'eau. Donc voilà, au moins ces deux zones ont été arrosées peut-être tous les 10 jours, on va dire, à peu près, approximativement. C'est pas très... j'ai pas calculé. Et là-bas, peut-être un peu plus tous les 3 semaines. Et donc voilà, ça fait des très belles tomates avec relativement peu d'eau. Et là, par contre, maintenant, on récolte... Depuis fin juin, on récolte de la tomate et ça c'est chouette. Au niveau des tomates, je suis rentré dans un processus, comment vous dire, je fais toujours des tomates classiques, hein, que je fais de chaque année, elles sont toujours là, présentes, des valeurs sûres. Mais cette année, j'ai voulu m'amuser un petit peu, donc j'ai mis des petites variétés de tomates bleues qui sont très jolies quand elles sont pas mûres et un joli bleu. Et surtout, j'essaye de créer une variété de tomates. Donc là, j'ai eu en fait dans cette serre, j'ai eu une hybridation entre les tomates de Berau et les tomates poire jaune. C'est une hybridation qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc l'année dernière, j'ai eu des variétés, j'ai une espèce de tomate de Berau jaune. Et donc j'ai gardé les graines de cette tomate-là, que j'ai ressemée en quantité pour voir celle qui ressemblait le plus. Et du coup, d'année en année, je vais essayer de fixer celle qui ressemble le plus parce que c'est une variété qui est très vigoureuse, qui est excellente, qui est jeune, qui est précoce. En extérieur, elle produit déjà en extérieur quelques tomates. Donc voilà, c'est une très jolie variété que j'essaye de fixer. Je pense que c'est un travail qui va peut-être me prendre 10 ans pour créer une variété de tomates adaptée à mon terrain, adaptée à ma façon de faire. Jamais aucun traitement, jamais aucune taille. Et j'aime les tomates qui sont précoces. D'ailleurs pour les tomates, si vous voulez savoir comment j'ai pu, dans cette vidéo balade, hein, je vous mets pas un lien vers d'autres vidéos. Donc j'avais fait une vidéo comment produire 400 kg de tomates sur 40 mètres carrés, parce que là grosso modo j'ai 40 mètres carrés, enfin, c'est même pas les 40 mètres carrés qui sont cultivés, mais en tout cas la zone fait à peu près 40 mètres carrés. Et j'ai récolté jusqu'à 400 kg. Donc là cette année je pense que je vais en faire un petit peu moins, mais c'est volontaire, hein, parce que 400 kg de tomates, il faut savoir les gérer. Donc voilà. Ça vous explique un petit peu pour ceux qui ont des tomates toujours tardives, comment je fais pour avoir des tomates dès la fin du mois de juin.
dans la serre dès début juillet en extérieur, malgré que la saison soit grise et pluvieuse et moyennement chaude. Et puis voilà, je m'amuse vraiment énormément parce que bon, faire des tomates, ça faisait des années que j'en faisais, que je faisais ma sélection pour qu'elles soient toujours plus résistantes, plus productives, etc. Mais là, créer carrément une variété qui n'existe pas encore, ça m'amuse, c'est rigolo et on verra bien ce que ça donne. Je vous en reparle dans 8 ans peut-être. Bon, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à vous montrer sur mon jardin. J'ai plus de 4 hectares et il se passe vraiment pas mal de choses depuis 5 ans. Mais là, l'idée, c'est quand même de faire une vidéo qui ne soit pas infiniment longue. Et pour terminer cette visite, je voulais vous montrer ma future petite pépinière. Enfin, c'est déjà une mini pépinière, hein, mais là, l'idée, c'est que ce soit une pépinière un peu plus conséquente, un peu plus pratique et un peu plus confortable d'utilisation. Et donc je vous montrerai ça quand ça sera un peu plus avancé, mais en tout cas il y a déjà une structure qui a été installée, donc une serre qu'on m'a donnée, une structure de serre. Là l'idée c'est pas de la bâcher, c'est de faire grimper des plantes pour faire de l'ombre, hein, donc des plantes vivaces, de la vigne, de la glycine tubéreuse, etc. Mais évidemment l'incontournable courge de Siam pour qu'elle recouvre rapidement dès cette année la tonnelle. L'utilité première de cette pépinière, en fait, moi j'aime planter des végétaux et j'aime multiplier les végétaux. Je fais beaucoup par la semence, hein. Du coup, j'ai réalisé une mini-serre pour les semis au printemps. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Mais j'aime également bouturer, multiplier les végétaux vivaces. Et du coup, une pépinière, ça commençait un petit peu à s'imposer pour éviter d'avoir juste des pots posés par-ci par-là. Voilà, avoir un lieu bien foutu, tout sera localisé ici. Bon, on se retrouve sous le sol pleureur pour conclure cette vidéo. Je tenais à vous dire merci à tous qui avaient suivi cette vidéo entièrement. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui laissent des commentaires, qui mettent des pouces, ça m'aide un petit peu. Et puis évidemment, un immense merci aux personnes qui me soutiennent financièrement. C'est grâce à ça que je peux faire une chaîne sans aucune publicité, sans aucun placement de produit, uniquement grâce à votre soutien. Et donc merci beaucoup, ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!